Alors il y a deux intérêts sur le livre. Le premier, c'est récolter de l'argent pour pouvoir payer la défense du collectif Viti33 qui a été attaqué par le groupe Castel. Ça, c'est l'intérêt économique. Le deuxième intérêt, c'est faire toucher du doigt aux gens l'effondrement dans lequel est le système et qu'il y a des solutions. Bonjour, je m'appelle Renaud Jean, je suis vigneron et négociant dans l'Entre-deux-Mers en Gironde. Je suis membre du collectif Viti33 et auteur du livre « Quel avenir pour Bordeaux ?» Quel avenir pour Bordeaux ? Le titre de ce livre est trompeur. Par Bordeaux, entendez le vin de Bordeaux pour ne pas dire le Bordeaux. Quel est l'avenir pour le Bordeaux ? Renaud Jean se pose chaque jour la question et cumule des réponses depuis des années avec un avis qui a su évoluer avec son temps. Des crises viticoles se sont succédées mais ne se ressemblent absolument pas. Quels sont ces paramètres qui font leur différence ? Pour quelles raisons le vin est-il boudé aujourd'hui par les consommateurs ? Et cette crise qui provoque l'arrachage de rangs de vignes par milliers d'hectares est-elle bordelaise, franco-française ou internationale ? À la fin de ce podcast, il sera utile aussi de parler de linge sale en famille. Famille comme filière dans laquelle la distribution invite la production à comparaître devant plusieurs tribunaux. Un cumul de frais d'avocat, bien malvenu, voire incongru dans le marasme ambiant d'un secteur économique qui doit serrer les rangs. Les mots ont leur importance pour Renaud Jean qui, avec le collectif Viti33, est plus enclin à la concorde qu'à la soumission. D'ailleurs, qu'est-ce que le collectif Viti33 ? Renaud Jean. Le collectif Viti33, c'est une association loi 1901 qui s'est montée il y a une vingtaine d'années, à la crise d'il y a 20 ans, qui était un rassemblement donc, de viticulteurs de la base, dont son leader, c'est Didier Cousineille, viticulteur, aujourd'hui maire de Pian, viticulteur tout à fait récemment à la retraite. On a eu une certaine importance au début des années 2000, puis après ça allait un peu mieux, le commerce du vin allait mieux, donc on a reculé, et puis face au nouveau marasme d'après-Covid, il s'est réactivé, tout simplement. On ne s'est pas jamais positionné en groupe politique ou en groupe voulant prendre part à des élections. On était en dehors de ça. Parmi nos membres, il y en a qui sont élus dans des groupes, dans d'autres, dans des syndicats, dans d'autres. Mais justement, on est plutôt aujourd'hui, pour dire un gros mot, un think tank. On est un groupe qui proposons des idées, qui râlons. Parce que, ok, on est des Gaulois, donc on râle. Mais aussi, on a la prétention de participer à faire avancer la chose. Aujourd'hui, certains de nos membres sont élus dans des syndicats, que ce soit la Confédération paysanne ou la coordination rurale, par exemple, ou sont membres de la FDSEA. D'autres peuvent être au conseil d'administration des Bordeaux ou élus au syndicat des Bordeaux en tant que délégué cantonal. Moi, à titre personnel, qui suis élu nulle part, c'est marqué dans le livre, j'ai beaucoup travaillé le lien entre la profession et une partie du Parlement, du Sénat. Il y a eu des commissions parlementaires sur la viticulture. Didier Cousineille et moi avons été auditionnés. Commission sénatoriale, j'ai été auditionné. Et puis le petit livre, et ça j'en suis pas peu fier, le petit livre est préfacé par le vice-président à l'agriculture du Parlement européen. Et donc voilà, donc ça veut dire qu'on est reconnu comme étant fournisseur d'idées, et aujourd'hui nos idées, les idées qu'on a avancées pour que ça aille mieux, elles sont débattues, elles sont devenues nationales, voire européennes. Le livre, il est en 3 temps. Qu'est-ce qui s'est passé sur ces 18 dernières années ? Parce qu'il y a 18 ans, on avait fait un petit livre qui s'appelait « Restera-t-il des vignerons à Bordeaux ?» et qui est plus édité. Mais pour ceux qui le veulent, à la dernière page, on a un code QR qui permet de l'obtenir en PDF. Ensuite, la deuxième partie, c'est je donne mes éléments de réflexion. Je dis voilà, pour moi, on parle souvent d'économie. Je présente 2 économistes du XXe siècle qui sont extrêmement importants. Donc je pose les fonctionnements de Keynes et de Hayek. Mais aussi je parle des fonctions de l'agriculture et de la viticulture qui sont bien plus vastes que de la production, qui sont des fonctions d'aménagement du territoire, entre autres, et aussi des services communs. C'est-à-dire que l'agriculture remplit des services de bien à la population qu'on n'a pas mesurés. On l'a mesuré cet été dans l'Aude, par exemple. On s'est aperçu que les villages entourés de vignes n'ont pas brûlé. Donc ça veut dire qu'il y a bien un effet induit, un avantage à la population du vignoble et que c'est pas que pour faire des raisins. Voilà, je fais un peu le tour de ça. Et de là, je propose des pistes de réflexion dans le contexte dans lequel on est, des pistes de réflexion sur la captation du carbone, qu'est-ce qu'on va faire donc sur ces zones arrachées. Je parle d'aménagement du territoire avec une réflexion qui est en train d'être travaillée en ce moment sur l'établissement public foncier, avec la création d'une foncière d'aménagement avec banques privées, banques publiques, régions,
intercommunalité, qui permettrait de relancer des problématiques agricoles de territoire, mais de l'agriculture d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui la société a des demandes envers nous, en gros environnementales, et on doit les entendre. Sauf qu'en fait, on les vit forcément comme des contraintes, puisque nos systèmes n'ont pas été pensés avec ces demandes. Et donc aujourd'hui, c'est l'occasion de peut-être redistribuer les cartes en termes de territoire et d'aménagement pour pouvoir entendre ces demandes et de ne plus les vivre comme contraintes et de refaire mariage entre des gens qui sont des néo-ruraux ou des ruraux mais qui ne connaissent pas grand-chose à l'agriculture et les agriculteurs qu'on ait aussi besoin de vivre. Donc ce livre parle aussi de ça. Les paysages changent, des vallons striés de rangs de vignes sont rasés, des milliers d'hectares arrachés amputent désormais la carte postale, cette image d'Épinal du bon vin, de ses bienfaits dans la modération. Mais cette crise est-elle plus douloureuse que les précédentes ? Très intéressant, la question, c'est qu'en fait, il y a une très violente réduction de la consommation de vin, plutôt rouge, mais toutes les couleurs, mais plutôt rouge, depuis 2010. Aucun intérêt de parler des années 60, puisque l'effondrement de la consommation de vin de ces années-là est dû au fait qu'on s'est mis tous à avoir de l'eau potable au robinet, donc plus besoin de la couper avec du vin. Et ça n'a pas fait une crise, puisqu'une grosse partie du vignoble était plus français en 62, puisqu'il était algérien, et donc ça n'a pas créé de vraiment crise à ce moment-là. Revenons à aujourd'hui, depuis 2010, la consommation de vin dans le monde a baissé de 35%. C'est colossal, c'est plus d'un tiers. Et les vignobles du monde entier aujourd'hui arrachent. Et que ce soit des vignobles de notoriété ou des vignobles de masse, nous à Bordeaux on a la double logique, mais le monde entier arrache, quoi. La Californie arrache pour des problèmes d'accès à l'eau. Aujourd'hui, accès à l'eau, c'est très cher pour eux et donc ça devient plus rentable de faire, donc ils arrachent. L'Australie, elle a eu les mêmes problèmes. La Chine arrache, le Portugal arrache, l'Espagne, l'Italie. Et nous, en France, les Côtes-du-Rhône, le Sud-Est, le Languedoc. Les Bourgognes disent qu'ils n'ont pas de problème, mais ils ont réduit leur prix de 25%. Et les Champagnes ne communiquent pas sur la crise, mais ils ont réduit leur rendement de 50% cette année. Donc c'est un impact, quoi. Alors, on peut vivre sans boire du vin. La consommation générale de tout a baissé. Les gens, en France, on est dans un phénomène un peu plus angoissant, et donc les gens épargnent. Ça, c'est la particularité française. Mais qu'est-ce qu'on boit ? Alors, on s'est fait vraiment damer le pion par la bière. La consommation totale d'alcool n'a pas vraiment baissé, parce qu'en fait, c'est vraiment supplanté par les cocktails et les spiritueux. Et ça, c'est une vraie nouveauté. Pourtant, le cognac est en crise. Mais c'est pas la même image, quoi. Et le cognac avait deux gros clients qui faisaient 80% de leur volume. C'est la Chine qui s'est fermée et les États-Unis qui ont eu un petit moment de flottement et qui aujourd'hui s'est régulé. Ils reprennent, mais avec une taxe importante. Donc ça les a mis à genoux, quoi. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il n'y avait pas de consommation de vin. Depuis toujours, il n'y a jamais eu de consommation importante de vin avant 35 ans. Sauf que les gens, vieillissant, ils se mettaient à faire comme le parent. Et à table, ils buvaient du vin. Sauf que nos modes de société ont changé, on passe plus de temps à table. Et en vieillissant, on boit plus de vin. 70% de la consommation est faite par 8% des consommateurs. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a quelques vieux, dont on fait partie, qui boivent du vin. Mais je pense qu'on sera les derniers des Mohicans. Et donc c'est logique qu'on réduise l'offre. Il y a 20 ans, j'écrivais pas ça. Il y a 20 ans, la crise qu'il y avait eu à Bordeaux était une crise de déconnexion du commerce. Il y avait un commerce, mais on en était déconnecté. Donc il fallait qu'on s'y reconnecte. Et donc j'étais contre la culture de l'arrachage ou de la distillation il y a 20 ans, puisque c'était pas ça le problème. Là, ça n'a rien à voir. Là, aujourd'hui, je dis que ça fait partie de la médecine de guerre. Il faut permettre aux gens de partir dignement. Et les primes qu'on nous offre sont pas importantes, mais on les prend quand même. On perd notre capital. Aujourd'hui, un hectare de vigne en Bordeaux, ça vaut 20 000 euros. C'est-à-dire que le prix de 20 000 euros, c'est pas le prix de négociation. C'est le prix des piquets, des fils de fer et des pieds de vigne. Donc c'est ce que ça vaut pour de vrai. Et aujourd'hui, quand on l'arrache, on nous donne 4 000 et il faut payer 1 500 euros une pelle mécanique. Donc il nous reste 2 500. Mais 2 500 fois 10 hectares, ça fait 25 000. Et bien 25 000, ça peut permettre de finir de payer un emprunt ou une dette. Donc on en est là, quoi. Et ça permet de pouvoir sortir d'un système qui nous coûte cher. Et des fois, on nous dit quoi faire après. Moi, je crois en l'intelligence collective, donc je crois que les gens ils vont trouver des solutions et on va surtout leur permettre d'en trouver. Mais aujourd'hui, le temps de la réflexion, il faut le prendre. Et ne rien faire, ça peut paraître tout à fait bizarre, et c'est en tout cas anticulturel pour l'agriculture. Ne rien faire aujourd'hui est toujours moins coûteux que de continuer à travailler dans un vignoble où on produit et que le vin nous est payé moins cher, bien moins cher que ça nous coûte.
vignoble bordelais, c'est un vignoble où on a tout misé sur le volume. On parle toujours, l'on est le plus gros. Donc on a tout misé sur l'importance et on a tout misé sur la notoriété. Et quand aujourd'hui on parle de Bordeaux, l'imaginaire des gens, du consommateur moyen, en fait, c'est les grands crus classés et le Libournais. Sauf qu'en fait, ça correspond sûrement à 25-30 000 hectares. Donc ça correspond à l'équivalence de la Bourgogne. Sauf que Bordeaux, c'était 108 000 hectares. Et donc en fait, c'était aussi une production de masse qui est certainement plus proche des Côtes-du-Rhône, en termes de segment de marché. Et donc, on était des paysans qui se sont mis à faire du vin et on s'est pris pour des châtelains. Donc ça, c'est le problème. Et en fait, notre système est extrêmement rigide. Dans le livre, on en parle. On est sur des aberrations administratives lourdes. On a tellement de règles qu'on n'arrive pas à toutes les suivre. Aujourd'hui, on a une image très tradie, immobile, alors que pour de vrai, les vins de Bordeaux, ils peuvent être très jeunes. Les vins de Bordeaux, ils peuvent être hyper fruités. Ils n'ont rien à voir avec ce qu'il y avait il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Les vins de Bordeaux, on trouve des bouteilles de formes différentes. On trouve des images. Moi, j'ai plein d'exemples de copains qui ont fait ça. Et ils s'en sortent pas mieux. Parce qu'en fait, ils sont dans cette espèce de train qui va mal. Et puis, on parle de la viticulture bordelaise, mais pour de vrai, on devrait parler des viticulteurs bordelaises. Et je crois que ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a, je vous ai parlé tout à l'heure des grands crus classés et du Libournais. On a cette viticulture-là, de notoriété, de niche, tout à fait comparable à la Bourgogne. Et on a cette viticulture de masse sur le volume et le reste du territoire. Et en fait, que la masse s'effondre, à la limite... notre organisation et gouvernance, ça leur faisait un peu de peine, mais globalement, la notoriété n'était pas trop touchée. Par contre, aujourd'hui, pour d'autres raisons, pour des raisons de changement de logiciel économique, cette viticulture-là tenait essentiellement par le phénomène des primeurs. On met de l'argent à l'avance, 2 ans avant d'avoir le vin, à la propriété, dans l'espoir d'avoir une bonne affaire économique, moins chère, sur des vins d'assez haut de gamme. En gros, il s'est changé entre 1,2 et 1,5 milliard d'euros dans ce mois-là. C'est colossal. Et cet argent, il ruisselle sur tout le territoire. En fait, cet argent, il sert dans ses propriétés, mais ces propriétés, elles payent le fournisseur de matériel, d'engrais, de main-d'œuvre, etc., qui est le même qui travaille dans les petits châteaux. Et ça mettait de l'huile dans tous les rouages. L'année dernière, c'est 400 millions. L'année d'avant, 600 millions. Donc en fait, on a eu 1 milliard sur 2 ans, alors qu'en fait, ils auraient dû en avoir, sur 2 ans, ils auraient dû en avoir 3. Ben ça bloque, ça bloque. Sachant que leur logiciel économique fait que ces propriétés ne sont pas forcément très rentables. Elles servent aussi de niche de défiscalisation, puisque en agriculture, on peut être déficitaire toute sa vie, si on a des fonds qui arrivent pour payer les dettes. Et aujourd'hui, il y a des gros groupes qui ont dit stop. Il y a des groupes d'assurance et tout, où les actionnaires, ils ont dit non, mais là aujourd'hui, on va se resserrer sur ce qu'on sait faire. Et donc, on lâche cette partie-là, puisque la défiscalisation n'est plus notre première logique aujourd'hui. Et là, ça fait qu'il y a des grands crus classés aujourd'hui qui partent en liquidation sans passer par la case redressement. Ça, c'est tout à fait nouveau, parce que c'est des logiques extrêmement différentes, Quel avenir pour Bordeaux est un petit livre de moins de 100 pages vendu 10 €. Il n'est ni un programme, ni une solution miracle, mais une présentation du problème de l'effondrement de toute une communauté, un appel à la réflexion. Toutes les ventes de cet ouvrage seront reversées au collectif Viti 33 pour couvrir des frais d'avocat. Car dans la famille des Bordeaux, la filière du vin tourne parfois au vinaigre. Le collectif Viti 33 en fait l'amère expérience avec une affaire qu'on appellera l'affaire Castel, que nous présente maintenant, pour finir, Renaud Jean. Alors en fait, en l'hiver 2024, il y a eu des manifestations agricoles un peu partout en France. Il y en a eu à Bordeaux, nous on en a fait, le collectif, on en a fait une très grosse à Langon et il n'y a pas eu de problème. Mais entre autres, on a aussi relayé par solidarité celle des actions syndicales. Il y a les FDSEA et les JA qui ont fait une action aux établissements Castel. Castel étant un très gros groupe et qui achète beaucoup de vin sur la place de Bordeaux, un des 2 premiers. Nous, on a juste relayé l'information que la FDSEA et les JA faisaient leurs manifestations. Et certains de nos membres, comme je disais tout à l'heure, qui peuvent être présents dans les organisations syndicales différentes, ont été présents, dont notre président. Mais on n'a pas été ni reçus en délégation, on n'avait pas de banderole de collectif, on participait en soutien, puisque leur révolte était juste. Certains ont fait quelques dépôts de fumier, de pneus, de plastique, enfin bon, voilà. Donc Castel a porté plainte contre la FDSEA, les JA, mais aussi Didier Cousinet, à l'époque, qui est le président du collectif Viti 33. Castel a été débouté de sa plainte envers Didier Cousinet, mais il a fallu qu'on paye des avocats, et on n'a pas fini de les payer. Il a été débouté, mais il s'est mis à porter plainte contre le collectif. Alors,
Pour l'information, il nous demandait 100 000 euros collégialement pour avoir bloqué son entrepôt une matinée. Il était prêt à retirer sa plainte et cette demande si nous faisions, tous les 3 organisations, une lettre d'excuse. Je ne vois pas pourquoi nous, le collectif, on se serait excusé de quoi. Donc on a refusé la lettre d'excuse. Donc l'interprofession, qui est la maison commune, la maison qui marie la production et le négoce, qui ont donc des intérêts opposés, mais qui doivent regarder la même direction pour faire une filière. L'Interpro a essayé de rassembler ce qui était part et donc de trouver un courrier pour apaiser tout ça. Et entre autres, une phrase imposée par les établissements Castel était au milieu de dire « il était inacceptable que la production s'attaque au négoce ». La FDSEA, les JA étaient prêts à signer en disant « on ne respectera pas cet engagement ». Et nous, on n'était pas de cette trempe-là. On a dit que si on signait quelque chose, on le respecterait. Donc on a dit que non, cette phrase ne vous allait pas. Et on en a proposé une autre. Nous, on a proposé, c'est marqué dans le livre tout cela, nous on a proposé de changer cette phrase et de la transformer en « il est inacceptable que les 2 familles se cherchent mutuellement querelle », puisque c'est l'Interpro et la maison commune. Et ça a été refusé par les avocats de la maison Castel. Donc du coup, on est en procès avec eux, et donc il faut bien qu'on paye une défense. Et donc c'est pour ça que, plutôt que de demander une cagnotte ou une quête, il nous paraissait plus logique d'expliquer notre situation et de laisser quelque chose. Et donc 10 euros, c'est un billet, ce n'est pas rien, mais c'est un billet, ça reste symbolique. Et l'intégralité, puisqu'on a trouvé le moyen de financer l'édition de ce petit livre. Quel avenir pour Bordeaux ? Un livre proposé par Renaud Jean au prix donc de 10 euros. Une auto-édition du collectif Viti 33, association loi 1901 de professionnels du vin. L'ouvrage est en dépôt-vente dans des commerces amis, partenaires dans la région bordelaise, mais vous pouvez aussi le diffuser auprès de vos proches. Alors pour tout renseignement, contactez le collectif sur sa page Facebook intitulée Collectif Viti, V-I-T-I, plus loin 33, officiel. Quel avenir pour Le Bordeaux est un podcast réalisé par l'association Sédition, interview et montage Jean-Christophe Cabu, musique d'Alexandre Berne. Un podcast à retrouver sur le site de Sédition, sédition au pluriel.fr.